Les cinéphiles, premier épisode, éthique et esthétique avec Simon Flores. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode des cinéphiles, une série documentaire qui s'attaque à cette question épineuse de la cinéphilie en essayant d'apporter des éléments à partir de cette question « Qu'est-ce que la cinéphilie ?», en allant à la rencontre de personnes, en discutant avec elles de leur rapport au cinéma, de leur rapport à l'art en général, de la place de l'art dans leur vie et dans le monde, pour essayer de comprendre, de saisir toutes les variations autour de cette problématique qui aujourd'hui pose encore question. Aujourd'hui, je suis parti à la rencontre de Simon Flores, ancien étudiant en cinéma à l'université de Lumière Lyon 2 et diplômé d'un master en pensée du cinéma. L'entretien s'est déroulé le mercredi 22 janvier 2020 dans mon appartement du 8e arrondissement de Lyon aux alentours de 14h. Il nous a en parlé d'éthique, des liens qui peuvent se lier avec les questions esthétiques autour du cinéma et de la place que prend le cinéma dans la vie en général et de toutes les questions que le cinéma pose dans les rapports que l'on peut entrevoir avec le monde. Je vous laisse donc écouter cet entretien avec ce parti pris qui se tissera tout au long de cette série, d'intervenir le moins possible sur le montage, quitte à laisser des hésitations, des blancs, des moments un peu moins passionnants que d'autres, mais qui permettent de laisser la place à la parole, de se déployer, de laisser aussi cet espace de la pensée qui peut se jouer, qui peut se nouer, se déplier dans ces petits creux qui sont parfois autant de liants de la parole, autant de marges qui permettent aux pages de tenir. Alors nous sommes le mercredi 22 janvier 2020, il est environ 14h et nous nous trouvons dans un appartement du 8e arrondissement de Lyon. Je suis en compagnie donc de Simon Flores qui va essuyer les plâtres puisque c'est le premier à répondre à cette série d'entretiens autour de la cinéphilie. Simon qui est ancien étudiant en cinéma en master à l'université de Lyon 2 qui a terminé son cursus en toute fin d'année dernière, toute fin d'année scolaire dernière, je crois en septembre, si je dis pas de bêtises. Bonjour Simon. Bonjour. Alors, tu vas commencer par essayer du mieux que tu peux de répondre à cette question qui va orienter toute cette série, qui est vraiment le point de départ de tout. Qu'est-ce que pour toi la cinéphilie ? Alors, tu m'avais prévenu un peu de cette question avant, et c'est vrai que c'est toujours une question super difficile parce qu'elle est extrêmement ouverte. Mais bon, on va essayer quand même d'y répondre. Qu'est-ce que pour moi la cinéphilie ? Si je devais le dire en une phrase, je dirais que c'est un certain engagement éthique et esthétique, parce que j'aime bien ces deux termes, ils reviennent souvent chez moi, mais un certain engagement en tout cas auprès du cinéma et par le cinéma peut-être auprès de plein d'autres choses dont on pourra peut-être parler après, je sais pas. Oui, en fait, on reprendra évidemment ces choses-là. Là, c'était, on va dire, ta définition personnelle qui n'est en fait que le point de départ pour arriver à la vraie question qui est celle-ci, où pour toi, où en est la cinéphilie aujourd'hui ? Puisque tu as donné une définition générale qui s'applique peut-être d'ailleurs déjà à ce qu'est pour toi la cinéphilie aujourd'hui, mais la vraie question en fait qui va occuper cette série, alors j'en profite, je la présente et je la présente en même temps aux auditeurs puisque c'est le premier portrait qu'ils vont écouter. Pour toi, du coup, où en est la cinéphilie aujourd'hui ? Eh ben, question tout aussi ouverte que la première, donc tout aussi difficile à répondre, puisque justement, je pense que même le dispositif même que tu utilises pour cette série d'entretiens attend une pluralité de réponses à la première question, et du coup, peut-être que si chacun a une définition différente de la cinéphilie, on ne peut pas vraiment dire où elle en est. Et justement ça m'amène à dire qu'il n'y a pas une cinéphilie en fait, il y a plusieurs cinéphilies, il y a autant de cinéphilie peut-être qu'il y a de personnes, il y a peut-être même des cinéphilies qui sont contre le cinéma, on pourrait imaginer ça aussi. Alors de là à dire ce qu'il en est de la cinéphilie, je pense qu'en fait la question est tout de suite un peu biaisée et
Et que si je devais répondre par rapport à la réponse que moi j'ai donnée, c'est vrai que je ne reconnais pas, disons, ma définition de la cinéphilie chez énormément de gens qui se revendiquent en fait comme tels. Donc voilà. Mais justement, c'est un point intéressant puisque, bien qu'elle soit ouverte, tu as donné des éléments de réponse à la première question sur qu'est-ce qu'était la cinéphilie pour toi, qui servait entre guillemets de béquille pour répondre à la suivante de manière plus générale, mais justement, la pluralité de cinéphilie qui, qui caractérise du coup aussi la tienne, puisque la tienne, tu le dis assez bien, c'est la tienne. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'orientes volontairement ou non vers cette conception de la cinéphilie? Et si on reprend ces deux termes d'éthique et d'esthétique, qui seraient, on dirait, les deux, comment on peut dire, les deux termes, Les deux pôles un peu. Les deux pôles, Qui voilà. composent. Ok. Toi, comment tu la positionnes par rapport à la tendance générale, qu'elle soit plurielle ou non? Je dis pas forcément une cinéphilie très partagée, mais par rapport à la tendance générale, comment tu ressens les choses? Toi, tu situes comment ça? Tu te sens marginal? Tu sens que justement plutôt il y a une tendance qui se dégage? Et malgré cette pluralité, est-ce que tu arrives à entrevoir des mouvances ou des regroupements, même marginaux, même, on va dire, microscopiques, par rapport à l'ensemble des gens qui se disent justement cinéphiles? Bon, hyper large comme question, mais... Du coup, je dirais que effectivement, il peut y avoir, déjà peut-être ma définition de la cinéphilie, d'où elle vient effectivement d'énormément de choses en fait, parce qu'elle vient des films qu'on voit. Je pense que toute définition de la cinéphilie vient des films qu'on voit, mais elle ne vient jamais que de ça. Parce que justement, si ma proposition c'est de dire qu'il y a un des deux pôles qui est éthique, c'est aussi que ça excède le cadre esthétique en fait. Et du coup, dire ça en fait, c'est dire que notre cinéphilie, la manière que l'on a de voir les films, c'est peut-être aussi ça en fait. Une cinéphilie, c'est une manière de voir les films. Elle vient, bon, évidemment du vécu, mais aussi de plein d'autres choses dans le domaine de l'art qui ne sont pas exclusifs au cinéma, de d'autres œuvres qu'on a vues, de lectures qu'on a pu faire, de réflexions et d'engagements qui sont les nôtres sur un plan qui n'est pas du tout cinématographique en fait. Justement, ça me conforte une question qui me venait en tête à mesure que tu parlais. Est-ce que tu penses, que ce soit ton cas ou non d'ailleurs, est-ce que tu penses que c'est possible de développer une cinéphilie qui ne soit pas fondée, entre guillemets, ou qui ne s'articule pas de prime abord, dont les fondations ne viendraient pas des films eux-mêmes, mais viendraient plutôt d'une formation intellectuelle extérieure, sans forcément pour désir ensuite d'aller chercher dans les films ce qui correspond à la conception qu'on s'est donnée du cinéma qui fonderait sa cinéphilie, mais pour faire plus simple, est-ce que tu penses qu'on peut intellectuellement structurer sa cinéphilie en dehors des films qu'on voit? Oui. Oui, en fait, moi je vais le dire sous une autre formule, c'est que nos engagements esthétiques, donc les principes que l'on se donne par rapport à ce que devrait être l'art, de ce qu'on aime dans l'art, de tout ça, sont toujours déterminés par des engagements qui excèdent le cadre esthétique. Et donc à partir de là, c'est tout à fait concevable une cinéphilie en fait sans film, quoi, en quelque sorte. Mais ça, tu sais que ça ferait bondir des gens. Oui, ça ferait tout à coup déconnecter en fait, en fait de cinéphilie, déconnecter dans le mot même la notion de cinéma, qu'on rapporte au film. Et c'est peut-être là du coup qu'on arrive au point fondamental. En fait, c'est pas la notion de cinéma, c'est peut-être juste la notion de film en fait que j'écarte. Et c'est que le cinéma se situe peut-être ailleurs que uniquement dans des films. Il se situe dans des films, mais c'est pas le seul lieu où on peut trouver du cinéma. Et en fait, le discours inverse qui consiste à dire en gros que la cinéphilie c'est voir des films, c'est tout ce qui sert en fait à légitimer le fait de avoir une grande culture, d'avoir vu énormément de choses, et ce qui sert en fait aujourd'hui dans la plupart des discours des gens qui se revendiquent cinéphiles. En fait, on est cinéphile pourquoi? Parce qu'on regarde 3 films par jour et que voilà, si t'as vu tant de films, t'es un meilleur cinéphile qu'un tel. Mais en fait, la distinction, elle avait été déjà... Enfin, on a un terme pour ça, c'est la cinéphagie. Ouais. Ce qui ne s'oppose pas à la cinéphilie, mais qui n'est pas le lieu non plus de la cinéphilie. Une autre pratique en fait. Voilà, c'est ça. Donc oui, en fait, on peut
l'exemple, mais c'est toi qui m'avais expliqué ça, mais j'y repense tout le temps, mais le contre-exemple de ça, c'est un mec comme Kiarostami qui dit avoir vu 10 films dans sa vie, quoi. Oui, en tout cas, il a toujours revendiqué le fait de ne pas se définir lui-même comme cinéphile, d'avoir un nombre assez restreint de films référents. Alors déjà, oui, il dit avoir vu peu de films, et surtout, il dit qu'il y a très très peu de films de cinéma qui, lui, l'ont très directement inspiré pour ses travaux. Kiarostami commence d'ailleurs dans la publicité et qui considère avoir beaucoup plus appris là-dedans. Comme d'ailleurs récemment j'ai découvert Bruno Dumont qui expliquait que son meilleur apprentissage en fait de cinéma avant La vie de Jésus qui est son premier film, c'était les films d'entreprise qu'il a fait dans lesquels il a appris à filmer les gestes d'ouvriers, etc. Ce type de corps qui va ensuite énormément filmer, enfin il a filmé presque que ça d'ailleurs, des corps au travail, etc. Ou en tout cas des corps non professionnalisés, on va dire, non acteurs, et il prétend que c'est de là que vient sa formation de cinéaste. Mais du coup, voilà, c'est peut-être une autre question de se demander est-ce qu'on peut faire du cinéma sans être cinéphile. Pour revenir sur un terme essentiel, je pense que le terme d'esthétique, même s'il peut être assez vague, et si tu as envie de le redéfinir, tu es le bienvenu, mais moi c'est le terme d'éthique que j'aimerais peut-être... Que je définisse. Alors en tout cas que tu explicites un peu plus peut-être. Ok, je vais revenir juste sur le terme d'esthétique parce qu'en fait c'est un terme qui prête très souvent à confusion. Effectivement, quand on fait des études de cinéma, on n'a pas en fait la même signification pour le terme esthétique qu'en général les gens qui dans l'usage commun. Voilà. Ce que les gens entendent par esthétique en général, c'est quelque chose qui est plutôt beau. C'est quand on dit c'est esthétique, c'est que c'est beau, c'est bien, c'est soigné, c'est propre. Mais l'esthétique, c'est en fait plus, si je devais le définir, quelque chose quelque chose qui est rendu sensible en fait, une manière de rendre sensibles les choses, donc de les rendre perceptibles et qui provoque des émotions, des sensations. Voilà, donc du coup c'est beaucoup plus large et que ça ne prête à aucun jugement de valeur en fait. Pour faire une définition exclusive, on peut dire, pour que ce soit clair pour beaucoup de personnes, qu'en fait l'esthétique n'est pas une affaire de beau, ou en tout cas pas essentiellement. Une question esthétique peut se rapporter à une question de beau, mais l'esthétique n'est pas une affaire de beau automatiquement, ou de laideur, ou en tout cas de questions par rapport à la beauté, ou de jugement de goût en fait. Voilà. Après, donc pour le terme de l'éthique, c'est le terme un peu plus difficile à définir parce que bon, il est évidemment polysémique et puis il a une histoire extrêmement chargée dans la philosophie. Pour le définir très simplement pour moi, c'est comment dire, c'est en général une manière d'être, on va dire. Donc une manière d'être, une manière de se comporter selon certains principes, selon certaines valeurs, et que l'on définit avant tout pour soi-même. Donc c'est toujours un problème qui nous lie, nous, à une collectivité, parce que c'est habiter un espace, et cet espace, c'est l'espace collectif, en fait. C'est comment nous, en tant qu'individus, on habite l'espace du collectif, et du coup, on interagit avec les gens et les choses. Et le lien, en fait, qui unit les deux, c'est que, en fait, cet espace collectif est aussi structuré, construit par le cinéma, donc par l'esthétique, en fait, par des images qui sont mises en partage à plusieurs et que le cinéma en fait construit un voir en commun en fait, un imaginaire commun, un voir en commun et du coup en tant que spectateur on est forcément obligé de se positionner par rapport à ce commun là en fait. Voilà, c'est ça. Mais positionnement qui du coup peut assez rapidement, si on considère, disons que je te suis là sur cette piste, si on considère qu'il y a cette idée de mise en commun, d'espace de partage, ça peut assez rapidement signifier que le conflit devient une partie prenante en tout cas de ces prises de position justement. Et donc, si on ramène tout ce que tu viens de dire à la cinéphilie, enfin on comprend de toute manière que tu parles de cinéphilie depuis tout à l'heure, enfin moi je comprends en tout cas que tu parles de cinéphilie depuis tout à l'heure. Est-ce que pour toi, la notion de conflit, de confrontation, qu'elle soit violente ou non d'ailleurs, fait partie prenante de
de la cinéphilie et de la manière d'être cinéphile. Ben oui, alors après la confrontation, voilà, encore une fois, à différents degrés, hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai l'impression, chez énormément de gens qui se revendiquent cinéphiles, il y a une posture, en fait, on tient une certaine manière une posture avec des assertions extrêmement péremptoires donc sur tel film, telle chose et tout, donc ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça, et dès qu'on a un discours à peu près, on va dire entre guillemets dissident dans le débat, et ben on est exclu, on est mis de côté, quoi. Donc et par exemple, c'est cette notion de chef-d'œuvre qui est, je trouve, extrêmement problématique parce que bon, déjà, elle est un peu sortie à toutes les sauces. Dès qu'on voit un film, on dit voilà, c'est le nouveau chef-d'œuvre de. Alors que bon, quand on se dit il y a un chef-d'œuvre, c'est le chef d'une œuvre. S'il y a un chef, il n'y en a qu'un. Donc déjà, il est censé y avoir qu'un seul film par œuvre qui devrait être dépositaire de ça. Et historiquement, ce qui est le sens à la base de chef-d'œuvre, puisque dans les lycées professionnels, on doit rendre tout au long de l'année des objets fabriqués. Manufacturés par les élèves qui apprennent un métier manuel, et à la fin, le dernier objet qu'ils rendent, qui va servir de base pour la notation, etc. Alors, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas, le dernier qui rentre, qui doit être le plus abouti, qui doit être celui qui va permettre de valider leur formation, ça s'appelle le chef-d'œuvre. Exactement. Et en art, c'est exactement la même chose au moment où l'Académie des Beaux-Arts a été créée, et que en fait, c'était l'œuvre qui permettait de rentrer en fait dans l'Académie. C'est celle qui permettait la validation de quelque chose. Donc bon, ça c'est pour le point historique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le mot est assez galvanisé, comme d'autres mots en fait. On les retrouve dans presque toutes les critiques aujourd'hui, qu'elles soient hagiographiques d'une personne ou là pour la descendre. On retrouve l'efficacité, le génie, tout ça, qui sont en fait des mots qui sont un peu vidés de sens et qu'on ressort pour faire un petit peu tape à l'œil. Et je sais plus pourquoi j'étais allé dans cette direction-là. Moi non plus. Mais bon, ça indique en tout cas qu'il y a un lexique à revoir, je pense. Oui, c'était sur la notion de conflit. Oui, et du coup, sur la notion de conflit, ben, c'est vrai que dès qu'il y a un chef-d'œuvre et tout qui est important historiquement dans l'histoire du cinéma, et qu'aujourd'hui on vient revendiquer que non, ou pas qu'on nie l'importance historique qu'il a, mais en tout cas que le film ne nous intéresse pas dans notre cinéphilie à nous, on est tout de suite vachement discrédité. Voilà. Après, pour la notion de conflit, en fait, disons que s'il y a ce problème d'être dans l'espace commun toujours, ça implique forcément qu'il va y avoir du jugement. Et par jugement, j'espère toujours en fait qu'on aille au-delà du jugement de goût, au-delà du j'aime pas. C'est comme je dis souvent, quand on pose la question à des gens, qu'est-ce que tu penses du film, ils te répondent s'ils ont aimé ou pas. Mais on ramène toujours à la question du jugement de goût, alors que le jugement peut aller au-delà de ça, peut amener à la réflexion. C'est même, je dirais, la pensée, c'est une des raisons du jugement. Ou l'inverse, je ne sais pas. et en même temps, toujours ce jugement est mis en commun, en fait. Parce qu'on échange avec les autres, parce que... Et ça amène évidemment à des conflits dans le pire des cas. En tout cas, à un échange constant qui est celui de l'espace du débat, en fait. Et le débat, il peut être... il y en a qui pensent qu'il est là pour qu'on change les positions d'autrui. Je pense qu'il est là pour qu'on échange les jugements, qui ne sont pas les opinions aussi. Faut faire la part des choses entre... Justement, le j'aime pas, ça reste une opinion qui n'a jamais plus de valeur que sa propre subjectivité, quoi. Mais justement, quelque chose d'une réflexion qui peut être amenée sur une œuvre et mise en commun et amenée à des débats, donc conflit ou simplement échange, voilà, les deux pôles un peu qui orientent le discours autour des œuvres, quoi. T'as employé un terme qui revient souvent dans ces discussions de petites batailles de chapelle qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, et c'est pas si anodin. J'emploie cet exemple à bon escient, puisqu'on voit sur Twitter des gens s'écharper sur cette question qui n'est plus une question de cinéma ou de film. C'est plus la question de est-ce que tel film est bien ou pas, c'est parfois la question de est-ce que tu es un bon cinéphile ou pas, et même, j'irai plus loin, est-ce que tu es un cinéphile légitime ou pas.
Du coup, la question qui me venait en tête, c'était par rapport à cette notion de subjectivité, puisque si tu dis que la cinéphilie, c'est aussi une prise de position, et tu parlais de cet exemple de film qu'on considère comme important dans l'histoire du cinéma et qu'on peut juger en ayant conscience de cette importance historique, tout en jugeant, entre guillemets, le film lui-même. Du coup, quelle est, entre guillemets, J'aime pas le terme de quelle est la place, mais comment tu positionnes la cinéphilie par rapport à l'histoire du cinéma, puisque cette notion de subjectivité, on voit souvent qu'elle a sa limite quand quelqu'un va détester ou rester totalement indifférent à un film que non seulement tout le monde adore et qu'en plus on considère de manière partagée, un peu collégiale, par des décisions parfois d'historiens en fait, hein, et qu'on ignore, que tel film est important. Comment on situe justement cette subjectivité, quelqu'un qui verrait Citizen Kane et qui resterait totalement indifférent, ce qui paraîtrait aberrant pour beaucoup de cinéphiles, et on dirait, mais si t'es pas sensible à Citizen Kane, c'est que t'es pas sensible au cinéma tout court en fait. Comment tu... Enfin, c'est pas une vraie question, mais ça permet de rebrasser tous ces termes qui sont problématiques, puisque quand on devient insensible, enfin, quand on se révèle insensible à un film, on peut nous-mêmes être dans l'embarras, je dis c'est un honte très général, hein, quand on se considère cinéphile et qu'on reste indifférent à Citizen Kane ou à un film d'Hitchcock, j'en sais rien. Ouais, alors le truc c'est que je dirais que les films qui sont montrés, on les voit et chacun les voit différemment. En fait, ça paraît tellement évident de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est presque le premier truc qu'oublie les cinéphiles, c'est que personne ne voit le même film. On nous fait croire que c'est le cas parce qu'on est dans une même salle à regarder un même film sur un même écran et que l'expérience est forcément tout le temps partagée. Et en plus, en disant que le film en fait se projette plus sur nous que nous on projette des choses sur lui. Mais il y a un voir qui dépend totalement de notre subjectivité. Un film par exemple, comme on dit, il y a des films qui sont peut-être plus faits pour être vus en salle que d'autres. C'est bien que l'expérience, le lieu change l'expérience et notre manière de voir l'œuvre, et des films qu'on peut adorer lors d'un premier visionnage, détester au suivant, inversement. Voilà. Mais tout ça pour dire que ce voir qui est de notre subjectivité, justement c'est là où il y a une importance de parler des films. Parce que ce voir, il ne se passe qu'à l'intérieur de nous, il faut qu'il soit mis en commun, justement, aussi. Donc autant les films mettent des images en commun, mais autant en fait il est d'une responsabilité, je dirais presque du spectateur, que de mettre en commun des discours sur les œuvres. Et justement, dans ces discours-là, de dire ce qu'on a vu dans le film. Et qui peut être totalement différent. Qui traduirait notre position de spectateur. Ah oui, complètement. Voilà. Notre cinéphilie. Et donc notre cinéphilie, en fait... qui se rattache au film, tout à coup. Oui. Après, c'est vrai que la cinéphilie, elle va avoir des ramifications énormes de film en film, en fait. Oui. Par exemple, je sais pas, mais Citizen Kane, il y a des gens qui vont l'adorer parce que, justement, historiquement, ça a été une révolution dans tous les domaines du cinéma. C'est le film anti-hollywoodien à Hollywood, etc. Et il y a des gens qui vont l'adorer juste parce qu'ils trouvent l'histoire passionnante. Voilà. Et il y a peut-être des gens qui vont l'adorer parce que c'est le début du baroque welsien, tout ça. Et des gens qui vont peut-être le détester pour les mêmes raisons. C'est... voilà. Mais toujours est-il que il faut cette pluralité de regard, et il faut que cette pluralité de regard soit mise en commun pour qu'on puisse justement en débattre, et le fait de parler avec les gens modifie aussi notre regard. Combien de films, en fait, en les revoyant, on les déteste parce que, en fait, quelqu'un nous a dit que lui-même détestait le film pour telle ou telle raison, et qu'on s'est dit, ah ouais, c'est peut-être pas si impertinent, et que ça a modifié notre jugement, et par notre jugement, notre manière de voir l'œuvre, en fait. Et tout ça pour dire que le discours, en fait, qu'on tient sur les œuvres est, en fait, aussi important que l'œuvre en elle-même. Les œuvres ne sortent pas de nulle part, comme ça. Elles sont pas données en dehors de tout un tas de ramifications qui tiennent autant des spectateurs, qui tiennent des discours sur des œuvres, que des critiques, que des théoriciens, que d'autres cinéastes, et que des films... entre eux et des images entre elles. Donc il y a la pensée du film et la pensée sur le film. Est-ce qu'il faudrait séparer les deux, ou au contraire essayer de voir comment l'une s'emboîte avec l'autre? Après ça, je pense que ça se voit presque au cas par cas, en fait, mais effectivement il y a alors la pensée du film, c'est ce que peut-être le film propose. Les gens qui disent
mais en fait, ce serait déjà donner un sens prédéfini à l'œuvre, alors que le sens se réinterprète effectivement d'époque en époque. Oui, il suffit de voir comment certaines images qui pouvaient faire scandale à une époque sont aujourd'hui vues avec une forme d'indifférence. Que ce soit scandale purement, on va dire, de censure puritaine ou des scandales moraux. Hein. Le nombre de gens qui aujourd'hui regardent sans aucun problème Capot de Pontecorvo. Enfin, il y a là, pas beaucoup de gens qui regardent Capot. Non, bien sûr, mais c'est le truc assez classique. Et puis ça me permet d'ouvrir la porte à l'aspect suivant que je voulais discuter avec toi sur les études. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on montre le travelling Capot en cours et qu'on enchaîne sur ce qu'a pu en dire Rivette, on se heurte quand même beaucoup à une forme d'incompréhension, voire de mépris. Mépris d'ailleurs qu'on adresse à Rivette en l'accusant d'avoir fait preuve de mépris contre Pontecorvo, et on ne comprend pas comment il a pu s'outrager de cette manière, alors qu'en fait, moi j'ai l'impression, donc non seulement qu'il y a ce discours sur lequel on va pas revenir, hein, ce discours moral sur la responsabilité des cinéastes, responsabilité éthique justement, des images qui sont produites, et aussi finalement une certaine, du coup, est-ce que ce serait pas aussi la cinéphilie de Rivette qui transparaît, et que quand Rivette regarde des films, lui, le problème qui va beaucoup se poser, c'est un problème moral, etc. Donc j'ai moi aussi perdu le fil de ce que je voulais dire, mais c'était sur la question de la transformation de ce qu'on voit à travers les époques, en fonction des moments où on les voit, des moments de notre vie, des moments où on découvre les images qui peuvent être différentes. Bah, moi, le point là-dessus sur lequel j'aimerais rebondir, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à concevoir en fait une cinéphilie comme atemporelle, quelque chose de... Voilà. Mais atemporel au niveau historique ou au niveau personnel? Parce que ça, Au c'est niveau- un point fondamental. C'est quelle place on accorde au changement dans une Mais cinéphilie. oui, mais la cinéphilie, elle est là pour changer. Bah, elle est là pour changer parce que sinon en fait, ce serait un catalogue, quoi. Ouais. On ferait les 1001 films à voir dans sa vie, et puis basta. Et en fait, t'aurais vu les 1001 films et ce serait Et la terminé. cinéphilie aurait une fin, quoi. Et voilà, en plus. Alors qu'en fait, elle est toujours en mouvement. Et c'est pour ça qu'elle n'est pas uniquement liée à un problème de jugement de goût. Parce qu'elle est un mouvement dans ce que l'on est, et dans ce que l'on pense, et dans ce que l'on ressent. Donc, Enfin, pour la les faire petits- simple, un film qu'on adore à un moment de sa vie, on peut le haïr à un autre. quelques années plus tard. Et heureusement. Et heureusement, en fait. Parce que sinon, on resterait. On camperait sur nos positions qui, en fait, trouveraient des sortes d'incohérences très vite, quoi. Pourquoi est-ce qu'on aimerait tel film et pas tel autre, alors qu'en fait, c'est des films qui sont tellement proches sur tant d'aspects. Mais sans se forcer à les détester, bien sûr. Mm. Hein. C'est pas la question. Je rassure les auditeurs. On se force pas dans ce que tu dis. Non, Je comprends bien que tu ne dis pas qu'il faut, entre non, guillemets, c'est se un forcer à changement détester qui des se fait films. tout seul, Ouais. qui se fait naturellement, parce que justement, on voit d'autres films, Mm. parce qu'on lit d'autres choses sur les films, parce qu'on partage nos manières de voir et nos manières de les ressentir. Et que le fait d'en parler nous fait réfléchir sur des choses et nous fait ressentir les choses autrement. Donc, c'est des choses qui se font en fait tout naturellement. Le fait aussi qu'on soit obsédé par certaines problématiques dans le cinéma. Je dirais une des raisons, enfin, une des questions en fait qu'on ne se pose pas assez sur le problème du jugement, c'est que qu'est-ce que l'on cherche en fait dans le film? C'est ça en fait qui va déterminer globalement notre jugement. Est-ce que les gens cherchent quelque chose de beau, de clinquant, une performance technique, je sais pas, allez voir le dernier Sam Mendes, quoi. Ou alors les gens cherchent... 1917, puisque ça se trouve, les gens écouteront ça dans 20 ans. Le nouveau Stramentas, ce sera autre chose. Voilà, 1917, faire un faux plan séquence, nanana. Mais si on cherche ça, pourquoi pas, hein, mais voilà, il y a un certain nombre de films qui proposent ça, et c'est les films qui vont nous plaire, et on va distinguer du coup dans la cinéphilie d'une personne en fonction des films qu'il aime, des orientations en fait dans sa cinéphilie selon des sensibilités particulières. Si au contraire on a envie de voir je sais pas que des films extrêmement laborieux, lents et difficiles à regarder, longs et tout, et ben il y a aussi des films qui sont faits pour ça, et c'est pas et l'un n'empêche pas l'autre. Je veux dire, j'essaie pas de faire une opposition en fait entre ces cinéphilies là, mais simplement de dire que le fait qu'on apprécie tel ou tel film est déterminé par
la question de qu'est-ce qu'on cherche en fait dans le film. Est-ce qu'on cherche du beau, est-ce qu'on cherche du sublime, est-ce qu'on cherche des trucs spectaculaires, des trucs intimistes. Je trouve ça très intéressant parce que ça met l'accent sur une vraie problématique aujourd'hui, que moi en tout cas j'observe et que je trouve problématique. C'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la cinéphilie, telle qu'elle s'expose au grand jour, on va dire, ne se pose plus cette question de ce qu'on va rechercher quand on se définit comme cinéphile. Puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, le devoir du cinéphile, tel que on nous abreuve sur différents médias, etc., c'est de tout voir, justement, pour se faire un jugement sur tout. Donc parfois, en ne sachant pas ce qu'on va aller chercher, puisque le devoir d'un cinéphile, c'est de voir Les Misérables, parce qu'on parle du film, parce qu'il faut en parler, il faut produire un discours sur Les Misérables. Alors que on peut très bien considérer que Les Misérables est un film absolument inintéressant par rapport à ce qui nous intéresse dans le cinéma, et ou plus largement dans la cinéphilie, puisque Les Misérables ne reste qu'un film. Oui, finalement. c'est ça. Oui, c'est aussi ça. Bon, après, ça, c'est le grand truc de Skorecki et de toute une branche de la cinéphilie qui a dit arrêtons avec le cinéma, le grand cinéma, et en fait, revenons simplement au film. Ça n'est qu'un film. J'ai le droit de pas aimer Citizen Kane. C'est pas grave, en fait, ça n'engage à rien. Mais est-ce que t'as vu Citizen Kane quand même parce que, oui, j'ai vu Citizen Kane, mais oui, j'ai pas vu flou Les Misérables. J'ai vu Citizen Kane, que je n'affecte pas particulièrement. Enfin, c'est pas mon film préféré de Wells, et je n'ai pas vu Les Misérables parce que, en fait, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Et parce qu'il y a d'autres choses qui... Toi, tu ne ressens pas ce besoin, ce devoir. Ou ce besoin, d'ailleurs, de voir un maximum de films. Et quand un film fait autant parler... est-ce que toi tu ressens, même si tu ne vas pas voir le film, est-ce que tu ressens une forme de devoir ou de besoin en te disant, en tant que cinéphile, je dois entre guillemets voir ce film, en parler un minimum, etc. Je pense par exemple récemment, là on est début 2020, donc des films comme Joker, Les Misérables, Jojo Rabbit qui arrive et où je sens voilà ça va déchaîner des discussions. Est-ce que toi tu ressens ce devoir de cinéphile ? C'est vrai que moi j'ai eu ça pendant une grande période, mais ce qui montre aussi peut-être que justement ma cinéphilie change, et mon approche aussi de la cinéphilie change. J'ai eu ça pendant très longtemps où je regardais presque tout ce qui sortait et tout, et je me disais, pour être légitime pour parler d'un film, il faut que je l'ai vu. Donc je vais voir même ce que je n'aime pas, ou a priori je n'aime pas, voilà. Pour avoir un avis dessus et pouvoir l'exprimer en toute légitimité. Alors qu'en fait, j'avais rien de particulier à dire sur le film, si ce n'est que en fait, c'est pas un cinéma qui m'intéresse. Aujourd'hui, je m'abstiens de faire ça. J'essaye plutôt d'aller vers ce qui m'attire, ce qui me plaît et ce qui m'intéresse. Et ces choses-là vont changer en fait avec le temps. Les choses qui m'intéressent seront plus les mêmes, je pense, d'ici quelques années. Mais voilà, Joker, ça m'intéresse pas, donc voilà, je suis pas allé le voir. J'ai eu des retours déjà de certaines personnes dont j'estime la parole et dont on a peut-être un voir en commun. Donc je sais, et qu'ils l'ont vu, qui m'ont dit que c'était pas un film pour moi. Donc du coup, je vais voir d'autres choses. Là, si je me faisais l'avocat du diable, je pourrais te rétorquer que tu te prives de beaucoup de surprises et que finalement tu te fais des films sur des a priori et alors que ces films pourraient renfermer ce qui justement anime ta cinéphilie au moment où les films sortent ou au moment où ils te sont proposés entre guillemets. Oui, c'est vrai que en fait il y a ce truc de l'a priori en fait puisque bon après il y a plusieurs choses. C'est vrai que l'industrie cinématographique propose des films souvent assez normés dans la forme. Et que du coup on s'attend à voir certaines choses, mais c'est une même attente qui est suscitée quand on va voir le film. Le dernier Star Wars, on va voir le dernier Star Wars pour voir un Star Wars en fait, et on attend d'y voir certaines choses, alors que peut-être il y a trop de choses qu'on attendait, et c'est peut-être pour ça que les gens n'ont pas aimé le dernier, mais je dirais, en fait ça va dans les deux sens, donc en fait, je dis pas que le film est en soi mauvais, même si je peux le penser a priori. Je m'abstiendrai, en tout cas, dans le discours de dire qu'il est mauvais et tout. Mais je vais en fait privilégier ce qui m'intéresse plutôt que ce qui ne m'intéresse pas pour me faire un avis sur tout, parce que je crois pas à cette exhaustivité et à cet argument d'autorité qui consiste à dire voilà, moi j'ai vu plus de films que toi, donc je suis plus légitime pour parler de tous les films. Alors que c'est pas vrai,
on a des spécialités, peut-être. Si un type n'a vu 6000 films mais qu'il a vu que du cinéma de genre, en fait, il n'est pas du tout légitime, peut-être, pour parler de Wang Bing, alors qu'il y a un mec qui est spécialiste du cinéma documentaire chinois, tu vois. Et qui aurait vu moins de films. Et qui n'aurait vu aucun Lucio Fulci, tu vois. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand on voit et quand on aime les deux? Ou quand on aime des choses extrêmement disparates, imaginons quelqu'un que je connais très bien d'ailleurs, qui vouerait une admiration, pas forcément équivalente, mais une grande admiration pour le travail de Lucio Fulci et une grande admiration pour le travail de Wang Bing. Oui, c'est pas, pour moi, c'est pas incompatible. Après, il faut voir au nom de quoi, en fait, il les fait cohabiter, parce que il y a c'est des approches de cinéma qui sont tellement différentes qu'elles se basent pas sur les mêmes principes, sur la même conception du cinéma et sur voilà. Il peut y avoir des cinéphilies très monolithiques, ou au contraire plus disparates, où on va embrasser plusieurs conceptions, en réfuter d'autres, en refuser d'autres, ou être au contraire très monolithique et dire ce qui correspond pour moi à ma vision du cinéma, c'est ce que fait Wang Bing et un ou deux autres cinéastes, et c'est à peu près tout, et le reste ne me parle pas. Ouais. Oui, c'est tout à fait envisageable. Après, je veux dire, en soi, on a tous les droits dans les cinéphilies, mais à partir du moment où je dirais, elles sont engagées et légitimées pertinemment, en fait. Après, je dis pas qu'il faut tout légitimer tout le temps. Il y a des films, on les aime, on sait pas pourquoi on les aime, on les adore, voilà. Oui. Quitte à être mal à l'aise parfois, d'ailleurs, par rapport à sa propre cinéphilie. Oui, bien sûr, ouais. Mais ça, c'est tout un tas de questions, voilà, et des films qui nous ont chamboulés dans notre vie et qui aujourd'hui ne comptent absolument pas aussi. Il faut aussi prendre tout ça dans sa dimension temporelle et dans toutes les évolutions qu'il peut y avoir dans une cinéphilie. Mais les gens qui continuent de dire qu'ils adorent tel film parce qu'à 15 ans c'était une claque pour eux, mais qu'ils l'ont jamais revu depuis et qui maintiennent que c'est un des... Alors c'est un film important dans sa vie, d'accord, mais notre cinéphilie, elle peut aussi évoluer et se détacher de ça, en fait. Petite coupure, petite bifurcation, mais il y a quelque chose qui m'intéresse par rapport à ton propre parcours, on va dire. Toi, tu as fait des études de cinéma, ce qui finalement n'est pas le commun des mortels, puisque tout le monde ne fait pas des études de cinéma. C'est un secteur qui est plein d'a priori, vu de l'extérieur, surtout quand on parle d'université, puisque toi, tu as eu un cursus uniquement universitaire après le bac. Ouais. Tu as fait une licence de cinéma, puis un master en 2 années à Lyon 2. D'un point de vue vraiment personnel, quel rapport tu pourrais, avec le recul, un recul assez proche, quel rapport tu pourrais délier entre les études universitaire ou autre, et la cinéphilie? Est-ce qu'il y a des rapports forcément forts, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Enfin, je sais pas. Quel lien tu tisses entre les deux? Je vais dire 2 choses. La première, c'est que si justement la cinéphilie, c'est autant les films que les discours tenus sur les films, en fait, l'université est aussi un lieu où on va privilégier, et je pense que c'est ce qu'elle fait, en fait, elle privilégie les discours sur les films. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a des discours extrêmement différents dans tout le champ de la théorie, une approche du cinéma qui n'est ni celle de la critique, ni celle du spectateur, ni celle de... Voilà, c'est l'approche théorique du cinéma, et pour moi elle est tout aussi légitime que les films eux-mêmes, et elle est hyper intéressante. Elle est très nourrissante. Maintenant, justement, ça amène aussi un autre versant, c'est que justement en privilégiant ce discours sur les films, on finit par en oublier les films. Moi je mets les discours et les films sur un pied d'égalité. Je pense que l'université privilégie le discours sur les films, et ce faisant, en fait, laisse peut-être de côté une part de la cinéphilie. En fait, il y a, disons, 2 problèmes à l'université. C'est déjà les gens qui vont à l'université, les étudiants, et l'autre problème, c'est les professeurs. Le problème, c'est que quand on voit... composante importante. Voilà, si ce n'est toute l'université, en fait. Alors, bon, le problème des professeurs, c'est que, globalement, on n'a pas accès, en fait, à leur cinéphilie.
dans la majorité des cas, on ne sait pas les films qu'ils aiment et on ne les entend pas parler d'un point de vue, je dirais, cinéphile. On les entend parler d'un point de vue théorique, avec toujours ce présupposé qu'il y a une égalité des sujets d'études en droit et que à partir de là, je peux étudier ou peut-être même je vais utiliser les films pour corroborer un discours théorique, même si c'est des films que dans ma cinéphilie je n'aime pas. Donc il y a une scission complète entre la cinéphilie et l'étude théorique. Ça, je le ressens plus du côté des professeurs. Chez tous les professeurs? Non, pas tous. Il y en a chez qui mais ça reste des exceptions en fait. Globalement, quand on va à l'université, on te dit voilà, moi j'étudie ça dans le cinéma et tout, et du coup, les films, je les légitime d'abord par l'emploi que je vais en faire dans mon discours. Après, l'autre versant, en fait, c'est au niveau des étudiants, c'est que quand on va à l'université, et si on a en fait, on n'a pas l'impression que le discours des étudiants universitaires déjà change énormément sur la cinéphilie et sur les films au cours de leurs études. Et ensuite, que en fait, le discours, ça reste le discours dominant sur la cinéphilie que tous les autres entendent. Enfin, je sais pas si le discours dominant il faut en avoir vu un max pour être légitime. En tout cas, un discours, mais ça je l'ai entendu chez des étudiants en cinéma, en master, hein, qui disent mais non, on va pas voir un film ce soir, on n'a pas que ça à faire, comme s'il y avait, on pouvait pas prendre du plaisir à voir un film entre potes et tout. Et c'est un contrepoint qui est assez étonnant en fait à voir dans une fac de cinéma. Donc la cinéphilie est quand même très très solitaire en fac en fait. Ce que peut apporter la fac à la cinéphilie est important et n'est pas négligeable, mais la cinéphilie reste quand même solitaire et c'est une démarche de cinéphile à faire en fait, de ramener la théorie dans la cinéphilie et d'arrêter de séparer les deux, parce que justement, si la cinéphilie c'est un engagement esthétique et éthique, et ben l'étude théorique de l'esthétique, très bien, mais elle est aussi un engagement dans ma personne, et ça on ne le ressent pas en fait en fac. Ça montre peut-être en fait que la cinéphilie elle est partout et elle excelle largement le problème du cinéma aussi. Tu te considères comme cinéphile, toi? Ben en fait j'aime pas ce mot parce que justement dans l'imaginaire commun il représente beaucoup trop l'idée de voilà d'un type qui passe son temps avec les films et tout, alors qu'en fait en fait faut prendre la distance et la cinéphilie est presque marquée comme un idéal à obtenir vis-à-vis du cinéma, et je pense qu'elle devrait pas être ça. Elle devrait être juste notre rapport vis-à-vis des films et s'énoncer avec simplicité, humilité. Voilà, si on parle d'un film, voilà, on échange dessus. T'es d'accord, t'es pas d'accord, voilà, et on n'est pas obligé voilà, je sais pas. Donc, est-ce que je suis cinéphile? Peut-être, peut-être pas. En fait, c'est peut-être pas à moi de le dire. En fait, c'est aux autres de juger ça. Mais oui, je regarde de films, oui, j'en parle. Mais en fait, un peu comme tout le monde, au final. Donc, Mais est-ce que tu y penses pas plus, ou plus fortement, ou avec plus de rigueur? oui, peut-être. Peut-être que justement, c'est une des choses que m'a aussi apporté l'université. Après, voilà, j'ai toujours eu non, mais j'ai eu depuis très jeune une passion pour le cinéma. Donc voilà, moi j'ai des potes qui m'ont dit mais moi quand je t'ai rencontré, je te considérais déjà comme cinéphile alors que je regardais pas des films. Voilà, mais c'est vrai que peut-être j'en parlais plus que les autres et tout, et que j'en parlais différemment aussi, peut-être pas comme tout le monde, au-delà du j'aime pas, j'avais peut-être pas les avis que tout le monde avait sur les films déjà jeunes, donc ça peut marquer c'est autant de points qui marquent la constellation d'un imaginaire par rapport à la cinéphilie, donc, et que les autres peuvent me prêter voilà ce statut plus facilement, mais moi, me considérer particulièrement cinéphile, pas forcément. C'est vrai que je réfléchis beaucoup aux images,
et ça excède aussi le cas du cinéma. Et pour moi, c'est juste que voir, ça n'est pas... C'est une partie composante de la vie de tous les jours, donc ça n'est pas détachable en fait. Donc voir un film, pour moi, c'est comme voir autre chose, comme voir des actions et tout. Et c'est là où les films m'influencent dans ma manière de voir, et ma manière de voir les films influence ma manière de parler d'eux. Donc voilà. Et est-ce que tu peux faire, alors que tu l'aies déjà fait personnellement, intimement ou autre, une sorte de généalogie de ce rapport aux images, au cinéma, un moment clé, des films clés, Ah oui, je sais pas. ça oui, oui, complètement. Ouais. En fait, c'est autant des. Enfin, c'est toujours une question de rencontre, donc de rencontre autant de personnes que d'idées, que de films, que tout ça. Oui, j'incluais des Voilà. théoriciens éventuellement. Évidemment, c'est des rencontres intellectuelles, des rencontres esthétiques et des rencontres humaines, évidemment, qui peuvent. Puis moi, j'aime bien historiciser ma vie, donc du coup, c'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres de faire de marquer ce trait en fait qui les relie entre eux. Donc, moi, je pense qu'il y a eu un énorme déclic à 8 ans en regardant le premier film de Léon que j'ai vu. Et c'est des choses dont on se rend compte aussi a posteriori, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un déclic en mode ah ouais, en fait j'ai vu ce film et tout d'un coup je veux faire du cinéma, je veux étudier ça, ça m'intéresse. C'est pas ça, mais si j'en reparcours l'histoire, je dirais voilà, ça a quand même été une rupture. Et pour quelques dollars de plus qui passaient très souvent à la télé le soir et que j'ai vu assez jeune. Après, il y a toujours des choses que j'ai beaucoup aimées et que, bon, peut-être le fait que mon père me montrait beaucoup de films déjà enfant, je pense que j'avais certainement vu plus de films que la moyenne des enfants, voilà, et des choses assez différentes. Je regardais pas que les Disney non plus. Donc ça a peut-être été un terreau favorable pour une cinéphilie future. Le fait aussi que mon père était lui-même dans ce cas-là quand il était enfant et qu'il ait vu beaucoup de films, même si je pense qu'il n'avait pas un jugement très aiguisé, on va dire, sur ce qu'il voyait. Disons qu'il aimait à peu près tout. Et, et voilà, après, il y a effectivement une autre rupture qui a pu se jouer. C'est le moment où j'ai commencé à vraiment essayer de voir des films. Donc, avoir une démarche de je vais regarder ce qui se fait. Donc, ça, c'est au début beaucoup cantonné au cinéma actuel, plutôt. Pas trop de classiques. Enfin, en gros, pas avant les années 90-80, quoi. Ou très très peu. Euh, et donc à ce moment-là, ouais, ça a commencé parce que j'étais beaucoup plus seul dans ma vie et que du coup, je regardais beaucoup de films. Mais c'était pas encore énorme, je dirais. La rupture s'est vraiment opérée ensuite quand je suis rentré à la fac. Pas du tout par le biais de la fac en elle-même de cinéma. Mais disons que voilà, le fait d'être loin de la famille, d'être tout seul dans une ville où je connaissais personne, et d'avoir une autonomie, parce qu'avant je vivais en campagne, donc c'était pas facile d'aller en salle. Après, ça m'a été possible, et le fait que je me suis mis à ce moment-là aussi à aller sur internet voir ce que les autres disaient sur les films, et donc du coup avoir des recommandations différentes qui étaient proposées. Et donc tout ça, tout ce bain-là a fait que pendant, je dirais, 3-4 ans, j'ai été vraiment dans une boulimie de cinéma où je consommais énormément, toutes les époques, toutes les nationalités. Peut-être presque un tiers de ce que je consommais devait être des choses qui sortaient actuellement, mais malgré tout. Et voilà, donc c'était aussi un moyen pour moi de justement j'étais dans cette période où j'asseyais ma légitimité sur le nombre de films que j'avais vus. Mais maintenant, je me suis un peu détaché de tout ça et avec une envie de prendre du recul et de m'intéresser finalement qu'à ce qui me plaît, m'intéresse, me questionne, m'interpelle en tout cas dans les films que je n'ai pas vus. C'est vrai que par exemple, je suis quelqu'un qui revoit très peu de films. Okay. Ça, c'est aussi une composante qui définit beaucoup de cinéphilie. Hein. Il y a des gens qui n'ont vu que très peu de films mais qui revoient énormément les films qu'ils ont vus. C'est pas du tout mon cas, je suis toujours assez curieux. Mais maintenant que pas mal de temps s'est écoulé et que l'eau a peut-être un peu coulé sur les ponts, que ma cinéphilie a aussi changé,
je ressens de plus en plus un désir de revenir sur des choses que j'avais beaucoup aimées, de me poser la question, est-ce qu'aujourd'hui je les aimerais encore? Pourquoi? Euh, c'est plus de revoir, plutôt de revoir des films un peu pour les dévaluer, que j'avais mis peut-être sur des piédestals à certains moments de ma vie, et d'aujourd'hui de me dire peut-être que c'est pas des films si intéressants que ça pour moi. Voilà. Mais c'est vrai que ma consommation a beaucoup baissé depuis quelques temps. T'as des noms, des cinéastes, des auteurs, des théoriciens, des critiques, des noms de films qui te viennent en tête comme ça, qui pour toi hein, ont eu une importance. Alors pas forcément les films qu'il faut voir justement, au contraire les films que toi t'as vus. Faire les points. Non mais comme ça, quand je te pose la question, des choses qui te viennent en dehors de Léon, par exemple Sergio Leone, donc c'est avec et pour quelques dollars de plus. Ouais, le deuxième en fait de la trilogie du dollar, voilà, et ensuite j'ai enchaîné tout de suite avec beaucoup de Léon, donc effectivement Léon a été super important pour moi. Et aujourd'hui Léon il est où? Léon il est un peu dans la catégorie de peut-être des choses que je devrais d'évaluer, je sais pas. En tout cas, il est dans la catégorie des réalisateurs qui ne m'intéressent pas du tout. Ce cinéma très esthétisé, avec beaucoup de lenteur, de grandes tragédies et tout. Ça, c'est pas du tout un cinéma qui m'intéresse aujourd'hui. Si je devais citer les réalisateurs qui m'intéressent vraiment, je dirais Hong Sang-soo, Tsai Mil-yang, des réalisateurs qui jouent plus sur des questions d'intimité. Y a plein de réalisateurs. En fait, je suis toujours très cinéma contemporain, en fait, l'air de rien. J'aime beaucoup ce qui se fait actuellement. Disons que ce qui m'intéresse, c'est de voir ce que les réalisateurs vont devenir. Et aussi ce qui se joue dans un cinéma à venir. Qu'est-ce qui va faire le cinéma de demain, qui sont peut-être les réalisateurs qui peuvent compter dans le cinéma qui se fera demain. C'est pour ça que le cinéma d'aujourd'hui m'intéresse peut-être un petit peu plus que le cinéma d'avant. Et du coup, effectivement, par exemple, un réalisateur comme Ryosuke Hamaguchi, j'ai adoré son dernier film Asako 1 et 2, qui est un seul film en fait. Le titre entier, c'est Asako 1 et 2. Et qui est un réalisateur qui n'a pas encore fait énormément de réalisations, mais qui pour moi m'interpelle, et j'ai très très envie de voir le cinéma qu'il va produire dans les années à venir. T'as anticipé ma question suivante en fait. D'accord. Parce que là c'était plus sur ce qui avait fondé entre guillemets ta cinéphilie, et la question suivante qui était un peu entre guillemets l'avant-dernière, c'était sur quels sont pour toi les cinéastes, les penseurs, etc. Parce qu'on comprend bien que avec toi, on inclut les penseurs et les cinéastes dans une espèce de même catégorie de ceux qui font le cinéma, en fait, et que les penseurs font autant le cinéma que les cinéastes. Idée que, par ailleurs, je partage. Pour toi, c'est qui, aujourd'hui, ceux qui, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression, mais j'en trouve pas de mieux, ceux qui comptent, ceux qui font le cinéma aujourd'hui, qui importent. Les réalisateurs et les cinéastes. Ouais, pour toi. Dans les penseurs, moi c'est tous les gars qui pensent l'image dans son rapport justement à l'éthique et aux politiques. Donc on peut citer Rancière, on peut citer Monzin, on peut citer voilà. Après avec toute la généalogie que ça. T'as des livres à conseiller comme ça? Alors des livres à conseiller, c'est pas facile parce que des fois il y en a qui sont très bons mais aussi très pointus théoriquement et techniquement, je dirais. Donc c'est pas forcément des lectures faciles. Mais à peu près tout ce qu'a écrit Monzin, moi j'ai une affection particulière pour le commerce des regards qui résume assez bien les idées que j'ai pu peut-être développer aussi ici sur le problème du partage d'un discours et d'un voir en commun. Donc ça c'est un bouquin super important. Évidemment, elle est très proche de quelqu'un comme Rancière. Alors Rancière, je recommande tout particulièrement Le Spectateur émancipé, qui déjà fait la critique de plein de choses que je n'aime pas dans le discours sur les images, et en même temps propose une perspective super intéressante en termes de politique du cinéma, ce que le cinéma peut faire politiquement, et ce qui est bien au-delà évidemment de l'engagement ou du sujet évidemment politique, donc évidemment qui est aux antipodes de ce que fait par exemple Les Misérables. Et qui est sans l'avoir vu, mais je sais déjà, j'ai entendu ce qui s'était dit dessus, donc je sais ce que les gens ont vu dans le film, en tout cas assez loin de ce que les gens en ont vu.
Après, ouais, dans le cinéma aujourd'hui, voilà, bah, c'est tous les réalisateurs qui répondent aussi à ces questions-là. Qui soient en fait. Parce que là, j'ai cité pas mal de réalisateurs asiatiques, hein, je crois, Oui, entre quasiment. coréens, chinois, pardon, coréens, taïwanais et japonais. Et bien, pour citer, pour dire qu'il n'y a pas que le cinéma asiatique et le cinéma indépendant, comme on dit, pour qui porte ces questions-là. On peut citer évidemment Michael Mann aux États-Unis, à Hollywood, hein, qui pour moi aussi est hyper intéressant et pose toutes ces questions similaires sur quel est le monde d'aujourd'hui, quel est le monde de demain, qu'est-ce qu'on peut construire, est-ce qu'on a encore de l'espoir d'en construire des utopies filmiques et réelles aussi. C'est autant de questions super intéressantes qui sont soulevées par le cinéma de Michael Mann, comme par le cinéma de Tsai Ming-liang, par exemple, hein, dans des registres totalement différents. Voilà, après, peut-être pour revenir à la question précédente, du coup, à laquelle je n'ai pas répondu, pour citer les gens qui ont compté dans ma cinéphilie, je ne vais pas citer les personnes individuelles qui ont compté dans ma cinéphilie, même si effectivement il y en a, parce qu'elles-mêmes transportent déjà des penseurs et des films. Enfant, un des gros déclics aussi, ça a été Harry Potter 3, quoi. Tu vois, c'est des trucs aussi populaires et vus par des millions de personnes que ça, mais pour moi, Harry Potter a beaucoup plus un rôle dans ma cinéphilie qu'il n'a eu un rôle peut-être en tant que phénomène culturel pour tous ceux qui sont nés fin des 90, début 2000, quoi. Mais alors, Harry Potter 3 plus qu'Harry Potter en oui, général. Oui, Harry Potter 3 tout particulièrement. Pour des questions de mise en scène Eh bien, pas du tout, en fait. Maintenant, je me rends compte en l'ayant revu dernièrement, tu vois. On rappelle, le 3 est réalisé par Alfonso Cuarón qui fait des choix sur ce film assez marqués, on va dire, Ouais. pas radicaux forcément ni rien, mais des choix de mise en scène assez marqués qui font que le film qui dénote des avec autres, le reste de la Harry saga Potter, et qui sont assez remarquables au sens premier du terme, qu'on remarque, quoi. ouais, bien sûr. C'était pas du tout pour des choix de mise en scène avant tout, c'était pour. Je pense qu'en fait, c'était peut-être même juste l'histoire, les personnages. Il y a eu il y a une noirceur qui se commence à pointer du nez dans Harry Potter à ce moment-là. Il y a les nouveaux personnages qui apparaissent et que je trouve beaucoup plus riches et intéressants et qui répondaient en fait à des questions que je me posais aussi quand j'avais 8 ans, quand je l'ai vu, quoi. Et en même temps, toujours ce plaisir d'Harry Potter de voir un vrai film d'horreur fait pour les enfants. Et ça, c'est vraiment sympathique. Donc il y avait juste un plaisir, en fait, aussi en tant que spectateur de voir ça à ce moment-là. Bon, évidemment, j'ai parlé de Léon. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Il y a eu un moment... euh, il y a eu un moment assez flottant, mais où il y a beaucoup de films qui... Au moment où j'ai commencé à voir beaucoup plus de films, du coup, beaucoup plus de films m'ont marqué en même temps, alors que les films n'ont rien à voir entre eux. Mais je dirais peut-être, pour déterminer un peu cette période du collège-lycée, il y a eu des choses comme l'année dernière à Marienbad, qui ça, tout d'un coup... ah bon, ça existe aussi dans le cinéma. Enfin, tu sais, t'as 15 ans, tu regardes ça, t'as jamais rien vu de tel de ta vie, alors tu te fais chier comme un rat mort pendant 1h40, hein, mais en même temps, une forme de fascination, et qui aussi, presque déjà, on peut voir un intérêt pour le baroque, alors que c'est à des périodes super différentes et tout, mais bon, tu regardes le troisième Harry Potter, Léon et Marienbad, ce qui les détermine les trois, c'est un intérêt pour le baroque, en fait. Ça, tu l'as vu après, ça. Ça, je l'ai vu bien après, évidemment, et puis ça m'a pas mal suivi dans ma cinéphilie aussi. Je dirais que à un moment, ce que je cherchais, je pense vraiment dans ma cinéphilie, c'était du baroque, du sublime, au sens presque kantien du terme, donc voilà. Et je cherchais ça dans les films, et c'était ça qui me permettait de déterminer si un film était bon ou pas. Pour moi, c'était ça, en fait. Et puis après, voilà, un détachement, et au contraire, maintenant, un intérêt pour des réalisateurs beaucoup plus en retenue,
avec une esthétique beaucoup plus ascétique, comme tu aimes le terme. Mais c'est pas mon portrait. D'accord. Mais voilà. Évidemment, Aung San Suu, Tsai Ming-liang et d'autres. Et plein d'autres. Et puis, pour les penseurs, je n'ai pas compris tout de suite l'importance qu'ils ont eue, mais effectivement, des mecs comme... dont en fait, je n'ai pas lu énormément de choses, hein, mais par exemple, dans les critiques, ce serait Rivette et Danet, qui ont vraiment réfléchi ces questions sur le problème des rapports entre esthétique et morale. Et donc, entre esthétique et éthique. Je dirais aussi, celui qui m'a amené sur ces chemins de réflexion-là, c'est un philosophe qui s'appelle Nicolas Gómez Dávila, philosophe réactionnaire chrétien, mais qui est aussi qui parle d'énormément de choses, hein, pas que de religion et de royalisme, mais qui parle aussi d'esthétique et avec des réflexions super intéressantes. Ça se lit très bien, hein, c'est des aphorismes, hein, donc en plus il y a un style, pour ceux qui aiment bien les stylistes ou qui aiment bien les baroques, ça peut plaire. Voilà, et puis après, à terme, effectivement, aujourd'hui, je reviens sur les questions de Rancière, de Montezin, et tous les auteurs qui peuvent penser ça de près ou de loin, donc comme eux, ils sont très héritiers de Hannah Arendt. Bon, c'est évidemment l'article d'Hannah Arendt, Qu'est-ce que le politique, qui revient, qui est un peu le noyau dur un peu de ma pensée des images aujourd'hui. Et puis parmi les autres auteurs, ceux qui prolongent Hannah Arendt, même si c'est pas dans le domaine de l'esthétique, donc Myriam Revaud-Dallon par exemple. Voilà. Merci. Est-ce que tu as des choses à rajouter, des choses qui te viennent en tête? Je pensais que c'est avec toi qu'on parlerait de Godard, mais on aura certainement d'autres... Non, mais pas forcément. Il est hyper important. Non, tu as cité le livre d'images. Au début? Il me semble de manière lointaine. Ouais. Ah, mais au début, peut-être, dans la partie que tu vas couper. Ah, peut-être qu'avant qu'on enregistre officiellement, ouais. Hélas pour moi, le livre d'images qui sont peut-être mes deux Godard préférés. Effectivement, après, il y a eu la grosse claque qui a été Je vous salue Sarajevo, hein, que tout le monde peut voir. Hein. C'est un court-métrage de 2 minutes. Et qui, en plus, je pense, a le mérite de casser beaucoup d'a priori qu'on peut avoir sur Godard. Dans le sens, c'est un réalisateur très intellectuel, très inaccessible. C'est un film déjà... intellectuel certes, mais accessible aussi dans sa réflexion, et en même temps qui est d'une charge émotionnelle tellement forte et tellement condensée en si peu de temps que vous avez ni l'argument du temps, ni l'argument de la froideur pour refuser de le voir. Donc voilà. Mais après, c'est un film extrêmement important, mais qui maintenant, je reviens beaucoup dessus parce qu'il continue encore de diviser entre les bons et les mauvais films, selon des principes qui sont peut-être plus pertinents que d'autres, mais je pense que c'est une mauvaise question en fait de cinéphile, se poser la question des bons et des mauvais films. S'il y a un truc qui peut tuer la cinéphilie, c'est vraiment ça. Et même si Godard en fait revendique une vraie cinéphilie derrière, et c'est super intéressant à réfléchir. Pour moi, le film me pose problème aujourd'hui pour ça. Et peut-être pour terminer, pourquoi c'est ce qui pourrait tuer la cinéphilie, cette distinction entre... Eh ben parce que ça mettrait le simple jugement de goût au-dessus de tout, et donc en fait qu'on arrêterait de penser les films, et qu'il y aurait toujours un discours dominant qui consisterait à dire ça c'est les bons films, ça c'est les mauvais, et que en fait on réduirait à la somme de tous les avis, à la moyenne de tous les avis, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Quand on voit par exemple la dernière annonce de Sens Critique par rapport à leur algorithme des notes, qui vient dire que en fait on revendique une certaine objectivité. Évidemment que la BD de Dieudonné ne peut pas être la meilleure BD du monde, mais encore une fois, on juge ça par rapport à un paradigme de qu'est-ce qui est le meilleur, alors qu'en art ça n'a aucun sens.
c'est faire des classements, mais en fait c'est ce que beaucoup de gens veulent parce que c'est ce que encore une fois, les institutions par exemple de prix, de récompenses, c'est ce que Frémo veut, faire des classifications de qualité des œuvres. Donc déjà dans la sélection, on va mettre de côté les films qui sont jugés comme mauvais, mais au nom de quoi sont-ils mauvais? En fait, c'est encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on va chercher dans l'œuvre? Au nom de quoi j'aime ou je n'aime pas ce film. Donc il est mauvais, il n'est pas mauvais ou bon en absolu. Il est mauvais ou bon en fonction d'un certain nombre de principes. Ce qui peut amener quelqu'un à dire que Citizen Kane est un mauvais film. La question c'est au nom de quoi il le dit en fait. Et je pense que c'est ça qui est important et c'est ça qui permet de réfléchir aujourd'hui les images et tout. Et qui aussi permet de marquer une cinéphilie pas comme quelque chose de totalement flou de je suis cinéphile parce que j'ai vu beaucoup de films. On ne sait pas en fait du tout ce que ça implique dans ce qui te plaît, dans ce que toi tu vas défendre dans le cinéma et dans les images. Voilà, c'est toujours au nom de quoi on dit les choses, en tout cas en termes de pensée, en termes de jugement. Alors que le jugement de goût dit c'est bien parce que j'aime bien. Mais pourquoi t'aimes bien? Parce que c'est beau, parce que on revient sur des concepts un peu essentialisés comme ça qu'on va appliquer un peu partout et qui ne disent rien au final, rien du tout. Merci Simon. Comme chaque épisode, on se quittera sur un morceau qui a été choisi par la personne portraiturée, en quelque sorte. Donc, je te remercie d'avoir essuyé les plâtres et d'avoir le premier accepté de discuter autour de cette question, dont on commence un peu à entrevoir les ramifications si larges et si compliquées. Où en est la cinéphilie, mais en même temps, c'est à chaque fois la nôtre, etc. Donc, merci beaucoup Simon Flores d'avoir accepté de répondre à ces questions, et on se quitte en musique. De rien, c'était un plaisir. Alors, le morceau que j'ai choisi, je l'ai découvert très récemment parce que je connaissais pas ce groupe. Apparemment, il est assez connu grâce à la série Rick and Morty. Mais c'est un morceau de Blonde Redhead qui s'appelle Elephant Woman. Ok, merci beaucoup. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres portraits autour de cette question: où en est la cinéphilie?